Bienvenue du coup à cette deuxième journée du week-end de formation de thématique renouveau LGBTI. Déjà merci d'avoir été là hier où on a pu parler de trucs assez divers, d'une formation sur quels nouveaux droits pour les personnes trans et intersexes, la question des violences et discriminations en ligne avec les algorithmes, et enfin sur la question des croisades anti-genre en Europe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'aspect plus histoire et question générationnelle en fait qu'il y a au sein du mouvement LGBTI et comment est-ce que ça peut nourrir plus notre réflexion politique autour de ces nouveaux droits et de la conquête aussi historique de ces droits. Donc on est avec Sam Boursier du collectif Archives LGBTI et Antoine Didier qui est historien. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Je sais pas si tu veux... quelques mots du coup sur ce temps l'histoire des mouvements LGBT en France, un enjeu politique et mémoriel. C'est vrai que on a l'histoire des LGBTI, on voit bien au quotidien qu'elle n'est pas extrêmement valorisée, que ce soit dans le manuel d'histoire, que ce soit dans les lieux, les lieux sociaux, comme les musées, etc. Et donc, avec notamment l'épidémie de VIH, et je pense que ça va revenir beaucoup dans nos interventions, un besoin en fait de faire exister nos luttes déjà qui étaient précédentes, mais aussi les vies et les mémoires des personnes, et du coup l'initiation d'un certain nombre de mouvements politiques et de réflexion académique également sur vraiment en fait les besoins de pouvoir valoriser ces moments. Et donc du coup on va pouvoir un peu traverser un peu tout ça, les questions historiques, et puis parler, évoquer le débat sur les archives LGBTI, notamment la bataille avec la mairie de Paris qui est en cours actuellement. Pourquoi c'est important, d'où ça vient, où est-ce qu'on en est, quelles sont les billes sur lesquelles avancer. Voilà, on va essayer un peu de clarifier un peu ces éléments, parce que c'est quand même une des grosses batailles qui a lieu en ce moment, en tout cas pour le mouvement LGBTI à mon sens. Et donc voilà, je vais vous laisser continuer. Je ne sais pas si vous préférez. Ouais, et peut-être commencer sur les questions plus de l'histoire et ensuite passer à l'enjeu des archives qui est un peu plus actuel. Ok, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici à la France Insoumise pour parler de ces questions. Si on m'entend, pardon. Donc je disais bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation et merci d'être présent. Je suis très heureux d'être ici à la France Insoumise pour discuter de ces questions. Je n'ai pas forcément préparé un exposé extrêmement long ni structuré. L'enjeu pour moi c'était plus de poser un certain nombre d'éléments pour ensuite en discuter collectivement. Peut-être pour me présenter très rapidement, je suis sociologue, j'ai publié notamment plusieurs livres sur l'histoire des mouvements LGBT, une biographie du militant Guy Hockenheim il y a quelques années, un livre aussi sur les archives des mouvements LGBT+, il y a 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse et le point de départ de ma réflexion sur la question des archives, c'est de réfléchir plus largement à la manière de porter la lutte politique dans l'histoire et faire de l'histoire un terrain d'action et de lutte. En m'inscrivant comme ça dans un ensemble de réflexions théoriques, je pense par exemple à la formule d'une sociologue féministe matérialiste, Colette Guillaumin, qui parle des effets théoriques de la colère des opprimés, c'est-à-dire que la lutte des mouvements minoritaires, la lutte des dominés passe notamment par la contestation d'un ensemble de savoirs et même par la contestation des frontières qui délimitent ce qu'est le savoir et ce qui n'est pas le savoir. Et donc il s'agit d'aller se battre sur un ensemble de terrains scientifiques, dont l'histoire. Il y a un artiste qui s'appelle David Wojnarowicz, qui est un artiste américain, plasticien, écrivain, qui a été prostitué dans sa jeunesse, qui a écrit de la poésie, qui a fait des tableaux, et surtout qui a été malade du sida et qui est mort du sida dans les années 90, qui a fait un très beau tableau dont le titre est « History Keeps Me Awake at Night ».
Donc l'histoire me garde éveillé la nuit, et j'ai toujours trouvé le titre très symptomatique de dire que l'histoire, c'est pas juste du savoir, l'histoire, c'est pas juste une forme de curiosité culturelle où on lit des livres historiques pour en savoir un peu plus, mais l'histoire, quand on est minoritaire, quand on est LGBT, quand on est malade du sida, quand on est plus largement dominé, l'histoire, c'est quelque chose qui nous maintient éveillés la nuit, l'histoire, c'est quelque chose qui nous empêche de dormir. Une autre citation aussi de James Baldwin dans un reportage qu'il fait en 1983 ou 84 à Atlanta au moment de meurtre d'enfants noirs. Je le cite, « L'histoire qui se nomme blanche est un désastre incommensurable. Tout d'abord parce que dans le monde où nous vivons, il n'en existe pas d'autre. L'histoire est un hymne blanc écrit par les blancs. Nous autres, tous les autres, avons été découverts par les blancs qui détiennent le droit de nous laisser entrer ou non dans l'histoire. » Pour moi, cette citation de Baldwin condense tous les enjeux, notamment de la discussion d'aujourd'hui, mais plus généralement des questions historiques, quand on est un sujet minoritaire, quand on participe à des mouvements minoritaires, c'est-à-dire que l'histoire, ce qui prend le nom d'histoire, est un récit, et un récit parmi d'autres récits possibles, écrits par les dominants, qui ont le pouvoir de fixer les règles, et qui ont le pouvoir de déterminer ce qu'est l'histoire, et qui en même temps ont le pouvoir de laisser un certain nombre de choses de côté. Et donc, quand on est un sujet minoritaire, un sujet LGBT, mais quand on est une femme, quand on est un individu racisé, quand on est un malade du sida, etc., la liste évidemment est longue, on a conscience que ce qui s'appelle l'histoire soit ne parle pas de nous, soit parle de nous d'une certaine manière, soit nous rejette aux marges de l'histoire. Et donc on se saisit de l'histoire pour aller lutter contre ces invisibilisations, pour aller lutter contre ces exclusions, pour lutter contre ces silences, et pour réécrire l'histoire du point de vue des dominés et du point de vue des minoritaires. C'est pour ça qu'il me semble qu'il faut refuser une espèce d'opposition qu'on utilise souvent, notamment dans les mouvements militants, mais pas seulement, entre d'un côté l'histoire et de l'autre côté la mémoire. L'histoire serait quelque chose de sérieux, une science, une discipline, un savoir scientifique, écrit par les historiens, qui donneraient lieu à des livres, etc., etc. Et de l'autre côté, il y aurait la mémoire, qui serait la manière dont le passé aurait une vie dans le présent, la manière dont on débattrait du passé, dont des mouvements sociaux, dont des individus se saisiraient du passé. Et il y aurait d'un côté une histoire supposée neutre, supposée scientifique, supposée universelle, et de l'autre côté des mémoires individuelles ou des mémoires de groupe. Et cette opposition, il faut précisément la refuser, puisque quand on est un minoritaire, quand on est un individu, quand on appartient à un groupe social, il ne s'agit pas seulement de la mémoire, mais il s'agit plus fondamentalement d'aller contester même l'histoire comme récit historique dominant. C'est là où la question de l'archive, intervient dans une contestation de ce qu'est le geste d'archiver. Je ne reviens pas là-dessus, vous le savez, et puis c'est sans doute une banalité que l'archive, c'est le pouvoir, même étymologiquement, le mot archive. Je ne sais pas que 1789, Révolution française, on crée en France des archives nationales, chaque citoyen a le droit d'accéder aux archives des institutions de son pays. En même temps, l'accès aux archives est régi en permanence par des autorisations, par des interdits, par des durées de communication, par des secrets défense. Par exemple, il est encore aujourd'hui impossible ou quasi impossible d'écrire une histoire de la décolonisation ou d'une histoire des guerres coloniales et décoloniales parce que les archives ne sont pas encore accessibles. Mais plus fondamentalement, le geste d'archiver, c'est le geste de décider qu'un document mérite d'échapper à la destruction, d'échapper au temps qui passe, et donc mérite d'être conservé dans un lieu spécifique, dans des conditions de conservation spécifiques, pour empêcher son altération par le temps, pour empêcher sa destruction, enfin, de le mettre à l'écart pour le préserver. Et donc le geste d'archiver, c'est le geste de considérer que quelque chose est digne d'être transmis à la postérité, d'être légué au temps futur. Mais au moment même où on considère que quelque chose est digne d'être transféré, il y a tout ce qui n'est pas considéré comme digne
d'être conservé et d'être transmis par-delà le temps. C'est évidemment le cas d'un grand nombre d'archives qui concernent les mouvements et les vies des LGBT+, comme beaucoup d'autres archives. Donc se saisir de ce débat, de cette question des archives, c'est questionner cette frontière entre ce qui est digne d'être transmis, ce qui est digne d'être conservé, et ce qui est jugé mériter la destruction par le temps, ou en tout cas ne pas mériter cet archivage. Et que donc se saisir de l'archive, c'est interroger une forme de privilège épistémologique d'écriture de l'histoire, c'est-à-dire qui a le droit d'écrire de l'histoire, qui a le droit de décider ce qui doit être conservé, ce qui doit être transmis, et ce qui n'est pas conservé, ce qui n'est pas transmis. Et donc se saisir de la question de l'archive, c'est contester un certain nombre de dépossessions historiques et affirmer un pouvoir d'écriture de sa propre histoire, de participation à l'écriture de sa propre histoire. Du coup, c'est fait. Non, j'ai encore des... C'était juste une pause hydratation. La question aussi de l'archive ou de l'histoire et la citation de Baldwin le disait bien, c'est aussi quand on est un sujet minoritaire, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous l'ont éprouvé à un moment de leur existence, c'est une forme aussi d'obsession pour le passé. Je pense notamment à l'écrivaine féministe et lesbienne Monique Wittig, à ce qu'elle écrit dans son roman Les guerrières, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. C'est la manière dont il y a une forme d'explication permanente avec le passé, avec celles et ceux qui nous ont précédés, celles et ceux dans les pas desquels on inscrit nos propres trajectoires. C'est à la fois le passé de l'oppression, le passé de la domination, le passé de la dépossession, toutes les dominations qui nous ont précédés, toute l'histoire des oppressions qui nous ont précédés, mais aussi la manière dont on peut se servir du passé pour se réinventer, dont on peut trouver dans le passé des modèles, des figures, des éléments pour se constituer individuellement et collectivement et se constituer politiquement. Didier Ribon a parlé des vies des minoritaires comme des vies hantées par le passé de l'oppression, mais aussi hantées par un passé de résistance, d'appartenance à des contre-cultures, d'appartenance à des identités qui permettent de se réinventer. Et c'est aussi cette question que met en jeu le débat sur les archives. Peut-être le dernier point qui m'intéresse sur la question de l'archive, c'est aussi de prendre conscience de la manière dont le rapport au passé est un rapport permanent de lecture et de relecture incessante de ce qui nous a précédé. Et que le passé n'est jamais une image figée, n'est jamais un récit définitif et clos, et que par exemple, dans le cas d'une archive, un même document peut être lu et relu de 1000 manières différentes selon le point de vue depuis lequel on le relit. Je pense aussi à un très beau texte de Michel Foucault que je vous recommande, qui s'appelle « Les vies des hommes infâmes ». Foucault, dans ce cas-là, parle d'archives relativement classiques, c'est des archives de police du XVIIIe siècle, des archives de justice. Et Foucault décrit un peu son émerveillement, ce qui est, je crois, en fait, une situation assez banale de toute personne qui a vraiment été confrontée à des archives, son émerveillement en trouvant dans les archives des traces d'existence individuelle, de la manière dont des individus ont été arrêtés, poursuivis par la justice, et ce choc un peu temporel entre la temporalité de celui qui consulte des archives, de celui qui lit, qui découvre des documents, et qui d'un seul coup, par le simple accès à un document, est plongé dans un passé, est plongé dans une autre époque, et surtout est plongé à la rencontre de vie individuelle et d'existence. Et en même temps, Foucault dit, et je crois que c'est un avertissement à conserver en mémoire, Foucault insiste sur le fait que quand on croit avoir accès à une existence individuelle, et en particulier dans le cas des archives qui consultent à ce moment-là, qui sont des archives de police et de justice, il ne rend compte que la trace laissée par le pouvoir de ces vies. C'est-à-dire, l'archive de police ne dit pas qui a été réellement l'individu X ou Y que rencontre Foucault, mais l'archive de police dit comment la police, à un moment, considérait cet individu X ou Y.
C'est évidemment le cas pour les archives de police, mais pour les archives de justice, pour les archives des institutions disciplinaires ou des institutions de pouvoir. Mais je crois que c'est plus fondamentalement le cas pour toutes les archives, dont on doit toujours s'interroger sur la manière dont elles ont été constituées, comment ces documents ont été produits, et comment ces documents, ces archives sont arrivés jusqu'à nous, et quelle médiation ou quel ensemble de médiations se sont produits pour que ces existences individuelles nous parviennent à nous aujourd'hui. Et donc un travail sans cesse d'interrogation, de relecture incessante et permanente, d'interrogation aussi à travers les critères ou les questions qui sont celles de notre époque, qui sont celles de notre contemporanéité, pour relire ce passé. Et là, pour le coup, c'est bon. Je prends les éléments que je voulais partager en introduction. Merci beaucoup à Antoine. Et du coup, avec Sam, on va parler plus de cette question plus actuelle, du combat pour les archives, et quelles sont ses formes contemporaines. Et puis les origines aussi. Et puis les origines aussi, tout ça. Tellement de choses à dire. Bon, en même temps, là, je voyais, il y avait un peu, quand j'ai reçu l'invitation, merci pour l'invitation, mais je voyais, il y avait un côté historien, militant, et la politique, si Daniel était venu. Non, c'est pas une critique, c'est juste que c'est toujours bien de faire des petits points pour commencer, comment on se situe, qui en est, etc. Donc un peu d'épistémologie, comme disait Antoine. Donc l'épistémologie, c'est quand on essaie de voir comment sont produits les savoirs, etc. Pour moi, il n'y a pas de silo, quoi. Il n'y a pas de séparation. Justement, quand on parle de politique, de l'archive et de la mémoire, bon, Antoine est historien, sociologue, moi je suis sociologue aussi, j'enseigne les études féministes, les études queer et de genre à l'université de Lille, et je suis aussi activiste trans, féministe et queer. Et donc, je pense que si on reproduit des entrées disciplinaires, quand on parle justement de... pas simplement parce qu'actuellement il y a une actualité, etc., je pense que on va arriver à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'histoire. Oui, on nous apprend toujours que c'est l'histoire spontanément qui est naturellement la meilleure partenaire des archives, voire que c'est sa chasse gardée, etc. Et puis on aurait des militants justement qui seraient dans une temporalité plus actuelle, et les politiques aussi. Bon, je pense bien, ce que je suis en train de dire, vous pensez comme ça à la France Insoumise, je pense que vous ne faites pas justement cette distinction entre militants et politique, mais quand même je voulais le mentionner pour commencer, parce que la question, c'est la question de la production des savoirs. Les archives permettent de produire énormément de choses, entre autres de l'histoire, mais beaucoup de savoir, et l'histoire est elle-même un savoir qui mérite d'être interrogé. Donc, pas une entrée disciplinaire. Et par ailleurs, et tu l'as rappelé aussi, les archives, on a commencé à faire des archives, des centres d'archives, des archives nationales pour contrôler, pour gouverner. Et donc, il y a des savoirs-pouvoirs, comme aurait dit Foucault. Les archives, c'est d'abord les archives administratives dans une administration coloniale, donc, qui servent justement à gouverner, contrôler. Donc, c'est toutes les archives de la police, les archives judiciaires, médicales, coloniales, etc. Donc, la question, c'est quand même aussi comment on produit des savoirs, comment les archives en ont produit, comment nous on en produit à partir des archives, et pourquoi, et qui le fait, et qu'est-ce que ça change. Alors moi j'ai juste deux points en gros. Le premier, c'est je voulais aller plus largement sur la question des politiques de la mémoire, je ne vais pas épuiser le sujet, c'est sûr, mais je pense que c'est intéressant, parce que là on voit en ce moment qu'il y a des trucs qui s'allument pour les politiques mémorielles, donc il y a la panthéonisation, il y a les plaques, il y a des centres d'archives, il y a les monuments, etc. Donc je voudrais essayer de dire 2-3 petites choses assez génériques, et notamment aussi comment on peut raccrocher ça au plan national et au plan, je vais dire, métropolitain, au sens des politiques métropolitaines, avec les politiques de la ville, qui vont sur les LGBT qui demandent aussi des choses à la ville, et aussi sur la question des politiques mémorielles, même si on y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème de mémoire qui tire un peu vers le passé, quoi. Patrimonial, c'est peut-être pas mieux, matrimonial, lesbimonial, on m'a dit récemment, etc. Donc comment on peut réfléchir aux politiques de la mémoire aussi, et des archives LGBTQI en contexte néolibéral. Ça, je pense que c'est pas parce que je suis à la France Insoumise que je dis ça, c'est parce que je pense que c'est une problématique. Non, mais par ailleurs, voilà, moi j'ai travaillé récemment sur toute cette question des LGBT, du néolibéralisme dans mon dernier bouquin, et en militant pour les archives, je me rends compte évidemment, j'ai commencé à militer pour les archives, le centre d'archives de Paris,
Île-de-France en 2000. Donc à l'époque, c'était Delanoë qui était maire, et la problématique a changé. Elle a aussi beaucoup changé, justement parce qu'on est en plein pot contexte néolibéral. Et après, j'irai sur la question du centre et de qu'est-ce qu'on y fait, etc. Voilà. Mais ça va être rapide, hein. Je ne vais pas vous faire 2 heures de conférence. Donc, sur cette question plus large des politiques de la mémoire ou des politiques mémorielles, et qui préoccupent donc les LGBTQI, mais aussi, tu l'as dit aussi, Antoine, tous les minoritaires dans lesquels on inclut les féministes, les personnes racisées, etc. Et donc la question, c'est plus la question de la mémoire publique. C'est-à-dire que la mémoire publique, ce n'est pas la mémoire officielle. La mémoire officielle, ça va être toutes les injonctions, et on en a beaucoup en ce moment, les injonctions au souvenir, générées par les politiques, par les institutions, etc. Et d'ailleurs, nous, on en génère aussi. Et la mémoire publique, c'est autre chose. C'est la mémoire, ou c'est celle des groupes qui revendiquent leur mémoire, leur histoire, mais leur culture aussi. On parle beaucoup d'histoire, plus rarement de culture. Leur visibilité, parce que, et tu l'as dit également, elles ont été effacées, opprimées, etc. Donc c'est une mémoire qui doit être publicisée en fait par les personnes concernées, d'où les tensions entre forcément les conflits. Enfin, il y a des conflits plus intéressants que d'autres, on fera y venir, mais entre les institutions en France, mais aussi la créativité, l'activité, l'activisme des personnes qui portent désir, que ce soit le fait d'être hanté ou autre chose. Et d'où le fait donc que les LGBTQI vont générer une politique de la mémoire et de la transmission critique, politique, différente. On pourra reparler de ces histoires de plaques si vous voulez, par exemple. D'où ça vient ce désir pour les plaques? Pourquoi il n'y a pas plutôt un désir pour des choses comme le kilt, comme le patchwork, des noms, enfin des supports qui sont à la fois plus intéressants, plus processuels et moins inutiles à mon avis. Alors, maintenant, un peu d'éléments de contexte au plan national et donc métropolitain au sens, encore une fois, des métropoles, puisque Paris, par exemple, depuis que la ville se targue d'ouvrir, se sent qu'elle n'ouvre pas, elle a quand même 50 ans de retard. Donc, parle justement du fait d'être une capitale LGBTQI qui va rivaliser avec la capitale mondiale LGBTQI, etc., etc. Alors, le contexte, il y aurait beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que c'est le contexte néolibéral, mais en gros, c'est le contexte post-mariage, on va dire. Ce moment où les LGBT sont devenus reproductifs aussi, puisqu'ils font des enfants, et productifs, les entreprises les veulent. C'est tout le management de la diversité. Tout le monde nous veut, les États, les municipalités, les régions, qui prennent évidemment toutes ces histoires LGBTQI comme des marqueurs nationalistes pour faire du pédophilie, mais aussi de l'extractivisme, notamment au niveau des villes. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on pourrait revenir en détail une autre fois pour Paris, sur le plan Romero de 2017. Je vais vous lire le titre parce que je n'arrive jamais à le retenir. Paris, ville phare de l'inclusion et de la diversité, les 52 recommandations pour faire de Paris la capitale des droits LGBTIQ, c'est eux qui la soupe alphabétique est dans cet ordre-là, c'est pas moi qui... Et du tourisme LGBTQI, friendly dans le monde, tout ça, voilà. Donc bon, là j'ai pas le temps de développer, mais ça vous intéresse, je pense que en tout cas c'est un document qu'il faut lire, je pense, quand on veut réfléchir aux politiques LGBTQ qu'il faut. Parce qu'apparemment, là on a vu Romero la semaine dernière, ça n'a pas trop changé, de toute façon c'est pas lui qui l'avait écrit. Mais c'est vraiment un document important, je trouve, pour une réflexion sur à quoi servent les LGBTQI dans une ville, et notamment ce qu'ils appellent les éléments de culture LGBT qui voudraient répartir par-ci, par-là. Par exemple, le terme de centre d'archives n'est jamais prononcé. Mais par contre, les archives, on aimerait bien en mettre un peu là, un peu là, un peu là. Il va de soi que la ville ne paiera pas, que c'est l'affaire de l'État, mais qu'on va faire quand même de Paris la capitale la plus attractive. L'autre élément important, c'est qu'évidemment, quand en 2000 on a commencé, Delanoë avait fait un coming out fin comme une feuille de papier à cigarette sur M6, parce qu'il savait bien que, voilà, et le communautarisme, comme tout bon PS, le hantait, justement, et donc il voulait le faire sans le faire, enfin ça devait s'appeler centre d'archives et de documentation, etc., mais
C'était une époque où le communautarisme des LGBT avait à peu près aussi mauvaise presse que tous les autres communautarismes. Moi, il me semble, après vous me direz, hein, vous avez peut-être des analyses différentes, il n'y a pas de souci, hein, au contraire, on est là pour ça. Ça a changé. Il y a une bascule, évidemment, c'est que nous, on est les bons, les gentils, communautaires, par opposition aux Arabes, musulmans, misogynes, homophobes, terroristes, etc. Et puis, il y a tout ce langage qui est le langage de l'inclusion, et ça, c'est vraiment... je sais qu'il est très pratiqué dans les luttes LGBT, mais enfin, d'où ça vient? C'est vraiment du vocabulaire du management de la diversité, c'est du vocabulaire d'entreprise, et quand on l'utilise et qu'on le demande aussi, c'est quand même une version néolibérale de l'assimilation, de l'intégration, etc. Je pense qu'en France, on a un petit déficit par rapport à une réflexion économique des luttes LGBTQI, mais ça fait depuis les années 50 qu'il y a toute une économie de la discrimination extrêmement structurée aux États-Unis, et dont l'un des théoriciens n'est autre que Becker, Gary Becker, un Nobel, c'est le Nobel pour le capital humain. Je ne sais pas si vous pratiquez ce type de référence, mais enfin bon, là il y a quand même un fil, je trouve, important à tirer. Alors après, évidemment, ça se traduit tout ça dans ce contexte, donc la mère qui est en amour, elle ne dit pas en amour, c'est au Québec qu'on dit qu'on est en amour, qui veut qu'on poursuive l'histoire d'amour entre Paris et les LGBT, etc. Donc ça donne des politiques pour l'instant qui sont la politique des plaques de rue, bon, pas très originale, qui d'ailleurs était une recommandation, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas amené le rapport dans le fameux rapport de Romero. Donc il y a eu la plaque à Clouzevillé, il y a l'épisode Open Game, on pourra en reparler, et puis de la panthéonisation. Donc ça veut dire que la politique de la demande, parce qu'on peut aussi dire, qu'est-ce qu'on demande, comment on demande? En 68 ou en Italie, en France, on disait on veut tout. Les autonomes disaient on veut tout. Ça ne voulait pas dire que c'était des infantiles, ça voulait dire qu'ils avaient peut-être un agenda aussi qui est peut-être moins rikiki que celui que les LGBT, je veux dire, ont quelquefois. Donc, et de fait, si on nous dit on vous donne des plaques, on veut telle plaque, ça veut dire que voilà, on est dans une certaine politique de la demande et de la mémoire, et demander des plaques ou demander le Panthéon, c'est aller en tout cas dans le sens d'une demande de reconnaissance par l'État qui vous a bien maltraité, une demande d'inclusion par la nation. Enfin, moi je veux bien qu'on m'explique le Panthéon c'est autre chose, mais je crois pas. Hein. Voilà. Il y a d'autres politiques queer et transféministes, enfin il y a des politiques queer et transféministes qui ne vont pas nécessairement dans ce sens-là, donc ce serait intéressant aussi de voir, et c'est pas non plus... on pourrait parler aussi de la question de l'intersectionnalité qui est souvent présentée comme un truc additif aussi, voir comment on peut articuler peut-être les choses. Voilà, sur le centre d'archives, alors il y aurait beaucoup de choses à dire parce que là on a repris, donc vous savez que après le film sur Act Up 120 battements, Act Up a déclenché une réunion dans ses locaux pour un centre d'archives TQI. D'ailleurs il y a un monde fou, beaucoup de jeunes. Ce qui est d'ailleurs toujours le cas aussi pour le collectif. On a énormément de personnes, parce qu'on s'attend à ce que plutôt des retraités, des vieux, etc. Pardon, des seniors. Et il y en a. Ils ont du temps. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette question. Alors, je ne sais pas, après vous me poserez des questions parce que sinon je vais être trop long. Mais moi, j'ai préparé quelque chose plus sur le fond et le problème qu'on a avec après 3 ans de recul, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe avec la mairie de Paris? Bon, c'est un très bon exemple, le type de relation qu'a instauré la mairie de Paris avec nous, à savoir nous empêcher de donner un lieu à un centre d'archives autonome et communautaire, puisque c'est ça qui est demandé depuis le début, et c'est comme ça que ça se passe dans le monde, et en Europe, et dans les pays euro-américains, enfin dans l'Euro-Amérique, pardon, tous les centres, que ce soit San Francisco, que ce soit Berlin, que ce soit Amsterdam, par ailleurs avec qui on travaille. Hello, quoi. Donc cet été, quand la mairie envoie un questionnaire pour savoir c'est quoi un centre d'archives, ça fait quand même 3 ans qu'on leur explique, c'est un collectif, il y a des archivistes, il y a des historiens, il y a des documentalistes, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, quoi.
Et la ville envoie un questionnaire pour comment on fait un centre d'archives, quelle est la gouvernance, etc. au SFULE, qui est donc le centre d'archives de Berlin, et à Amsterdam et à San Francisco, qui nous ont envoyé le questionnaire, qui nous ont envoyé leurs réponses. Enfin, bon, donc il y a bien une volonté là de passer au-dessus de l'activisme aussi, et du projet quand même qui est très très développé du centre. Hein. J'ai fait passer une brochure pour ceux qui n'ont pas, je peux la donner. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Bon, mon analyse est un peu brutale, mais ça fait 20 ans en fait que le PS veut contrôler ce centre d'archives. Ça, je crois qu'on peut pas en douter. Donc en 2000, il y avait cet épisode. Au début, c'est Jean Le Bitou, que vous connaissez sans doute, donc, qui voulait ce centre d'archives, qui d'ailleurs a dit que ces archives iraient uniquement dans un centre. Il n'a pas dit autonome et communautaire, non. En gros, il ne parlait pas des archives nationales, il parlait d'un centre d'archives géré par la communauté. Et donc à l'époque, déjà, il y a eu des gens que vous connaissez maintenant qui sont élus, notamment à la mairie du 11e, je crois, Stéphane Martinet, qui prennent les choses en main. Enfin, en gros, la filière PS, qui vient me voir aussi, et d'autres, parce qu'il fallait bien mettre un peu de lesbienne là-dedans. À l'époque, j'étais plutôt lesbienne. Et donc, qui monte une usine à gaz, pareil, avec des adresses, enfin une plaque rue de Notre-Dame de Nazareth, mais personne ne pouvait entrer, etc. 100 000 € quand même ont été donnés, on n'a jamais eu autant. Le Bitou en croque un petit peu, bon, et puis rien ne se fait, et surtout, il commence à dire que, ça c'est plus sur le fond, que pour des raisons historiques, il fallait commencer par l'homosexualité masculine. Donc, dès cette époque, et il y avait il y avait un gros comité scientifique qui avait signé cette déclaration de prioriser l'homosexualité masculine pour des raisons historiques. Donc se sont constitués 2 collectifs, Archilès, Belgitrans, il y a eu des pétitions internationales, etc. Bref, qui en fait, je ne sais pas si quelqu'un a gagné ou perdu, toujours été assez nul en face aussi, il faut dire, pour faire les choses. Ils ne savaient absolument pas où ils allaient. Mais il y a eu une contestation, c'est ça que je voulais dire. Inutile de dire que les lesbiennes, les trans et les travailleuses de sexe n'étaient pas évidemment prévues dans le projet. La nouveauté depuis 2017, c'est que le projet, ça c'est important je crois pour vous, pour nous, le projet fait consensus chez tous les politiques. Hein, c'est-à-dire de Rachida Dati, parce que pendant la campagne municipale, on a pu aller voir, bon, peut-être pas tous, mais pas mal de politiques. Alors c'est vrai que Daniel nous suit depuis le début, je crois que c'est une des personnes qui connaît le mieux le dossier, elle est vraiment là-dessus, constante, c'est vrai, hein, elle nous a soutenus beaucoup, notamment au Conseil de Paris. Et donc, bon, ça c'est une nouveauté, donc bon, après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? L'accusation de communautarisme a été remplacée par l'affichage gay-friendly de la mairie, par le picroching, etc. Et, cerise sur le gâteau, les archives nationales étaient dans le tour de table, et donc nous ont bien fait souffrir. Donc il y a eu toute une série de comités de suivi à la mairie pendant 3 ans, et où on a compris plusieurs choses assez vite. D'abord que quand on allait dans les réunions de comité de suivi, il y avait un arc PS en face, donc avec SOS Homophobie, Joël Devier, avec Flora Bolter qui avait pris le centre à l'époque, et qui clairement avait un autre projet. Donc au bout d'un moment, on a compris que depuis toujours, le projet c'était que ce soit eux qui gèrent ce centre d'archives, qui, dans un premier temps, devait ouvrir avant les élections, et comme il ne fallait pas dépenser d'argent, eh bien, on va l'ouvrir au centre d'archives LGBT que drive si bien Flora Bolter, et puis on prendra appui sur une très belle bibliothèque, c'est vrai, déjà au centre, et on dira que... Ils ont loué un box à la périphérie de Paris, 8 000 € quand même par an. Ils ont acheté un paquet d'archives. On ne pouvait pas y aller. C'était Flora Bolter qui avait les clés. Il y avait ça d'archives par terre, des archives PS si possible, homosexualité et socialisme, etc. Enfin bref, un montage, voilà. Donc au bout d'un moment, on a compris qu'il y avait ce scénario. Et d'ailleurs, à mon avis, il est toujours présent avec ce mystère de la Maison des Cultures qui devient la Maison des Diversités, qui ceci, qui cela. En ce moment, on pourra en reparler plus dans la conversation si vous voulez.
Mais très concrètement, nous, ce qui nous est arrivé, et qui était très intéressant, et aussi pendant ces 3 ans, on a pu nous aussi nourrir le projet, travailler avec beaucoup de gens, faire de la pédagogie, expliquer pourquoi donner ces archives aux archives nationales. C'est possible, mais voilà ce qui arrive si on le fait, et voilà ce qui arrive si on le donne dans un centre d'archives autonome et communautaire, géré par la communauté LGBT pour la communauté LGBT. On ne fait pas du tout les mêmes choses. Bon. Et donc, à un moment donné, je passe les détails, Emmanuel Grégoire nous propose, ainsi que Girard, ainsi qu'Hélène Bidard. Et je vous dis tous ces noms, c'est pas pour faire du name dropping, c'est parce qu'on fait de la politique et vous les connaissez ou pas. Et donc, ce sont eux les interlocuteurs, même si Girard n'est plus là. Et si Hélène Bidard n'est plus chargée maintenant des LGBT, puisque c'est des districts LGBT, puisque c'est Jean-Luc Romero qui a repris le dossier. Et donc on nous a proposé un centre rue Malher, donc bon, c'est grand, mais c'est mal foutu. Il y a un grand sous-sol. C'est bien pour mettre les archives, oui, c'est bien, mais un centre, c'est pas simplement conserver les archives, c'est les mettre à disposition pour la consultation, c'est faire de la valorisation, faire des expositions, faire des ateliers, faire plein de choses, accueillir. Donc en fait, bon voilà, le lieu n'allait pas. Et d'ailleurs, il a été refusé par la bibliothèque Marguerite Durand, qui travaille avec les archives du féminisme, puisqu'à un moment, il y a eu la volonté aussi de la maire de dézinguer la bibliothèque Marguerite Durand, en disant mais c'est pas visible là-bas, ça n'existe pas, vous allez aller par là. Et quand on regardait en DVD, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans le rapport des 52 recommandations de Romero, on se rendait compte qu'on déplace les gens pour plus de visibilité. On leur explique que le gouvernance ça va pas, qu'il va falloir faire autrement. Par exemple, la marche des fiertés, il faudrait qu'elle soit, voilà, qu'il n'y ait plus de trucs politiques, il faudrait sanctuariser la date, il faudrait faire ci plutôt que ça, il faudrait. Donc on rentre dans votre gouvernance et vous n'avez plus, évidemment, la maîtrise de votre projet. Donc c'est ce qui est arrivé aux archives du féminisme et de la bibliothèque Marguerite qui ont refusé ce lieu. Donc nous, on avait aussi toutes les raisons, et les mêmes en fait, de le refuser. Et surtout, ce qu'on nous a proposé, c'était d'être une espèce d'attracteur d'archives, hein, comme Girl, on dit coucou, les archives c'est par là. Les gens amènent des archives rue Malher. Vous avez compris qu'il y a une compétence communautaire pour tout ce qui est indexation. Je ne dis pas comment c'est indexé, y compris à la Bibliothèque nationale. Enfin bref, vous n'avez pas les termes. Pour les archives, il faut qu'elles soient traitées pour qu'on puisse se repérer dedans et trouver des choses. Déjà, il faut savoir où elles sont, puis après, voilà. Donc ça, ils avaient compris que la compétence communautaire gratos, c'était intéressant. Donc nous, on aurait un petit peu indexé. Et après, on renvoyait les archives nationales. Donc, ils prenaient la conservation, on n'avait plus la conservation, on n'avait plus la consultation, ni la communication. Donc le fait de communiquer les archives, etc. Non, on a dit non. Et on a fait une conférence de presse, un dossier de presse, tout ça, si vous voulez les infos, Fabrice vous les communiquera, assez conséquent. On a expliqué pourquoi on était obligé de dire non. Outre le fait que si vous donnez aux archives nationales, imaginez bien, c'est pas parce qu'elles ont pris les archives d'Act Up et de Aide une fois, que si vous envoyez les archives de votre association, elles vont être traitées, c'est pas vrai, elles vont être numérisées, c'est pas vrai, ils ont des problèmes d'argent, ils ne savent pas indexer, etc., etc. Donc ce qui est intéressant de faire, en tout cas c'est ce que font les centres d'archives autonomes et communautaires avec les archives institutionnelles, et on a fait une petite vidéo là-dessus, vous pouvez regarder aussi. On a une grande conférence à Berlin sur toutes les archives et les centres dans le monde, et on a interviewé des gens de Berlin, de Londres, etc., qui expliquent comment ils ont des relations avec les archives institutionnelles, etc. Elle est vraiment bien, cette vidéo aussi. Enfin bref. Donc, voilà, donc on a refusé, et puis, au bout du compte, on ne peut interpréter cette histoire que comme une opération de dépossession qui n'est pas originale par ailleurs, parce qu'en général, il se trouve que les archives nationales en France, en tout cas en plus les personnes avec qui on a été en contact, notamment Vanna Berger, la présidente du service des archives, etc., on ne peut pas dire qu'ils aient été très marqués par les réflexions, le tournant culturel qui a marqué la question des archives, comment on s'identifie comme archiviste, qu'est-ce qu'on fait, etc., dans les années 90. Donc voilà, il y avait à la fois les archives nationales et la mairie de Paris, copains comme cochons, pour réaliser cette entreprise de dépossession. Donc on a dit non, et on a eu la force de dire non. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le collectif fonctionne avec des assemblées. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais on se retrouvait à la Bourse du Travail 2 fois par mois, une vingtaine de personnes, des fois plus.
Et là, on a eu quand même, bon, maintenant on a beaucoup d'associations membres, hein, et on a eu un vote massif, quoi, 60 personnes qui ont, alors associations, personnes physiques, personnes morales, qui ont décidé de ne pas dire oui. Évidemment, c'est tentant, on vous donne un lieu, on vous dit c'est le 4e arrondissement, et puis Romero dit oh, je vois déjà tous les passages piétons à Rimbaud, partout. Et ben non, voilà. On ne va même pas nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul lieu. Et par ailleurs, on en parle aussi avec Fabrice souvent et Daniel, on peut très bien imaginer le faire ailleurs que dans le petit Paris et le 4e arrondissement de Paris. Ça va sans dire. Voilà. Après, et pour finir, si j'ai encore un petit peu de temps, mais... D'ici 5 minutes. Ouais, j'en ai pas pour longtemps. Donc la spécificité des centres d'archives, j'ai déjà un petit peu, LGBTQI dans le monde, je l'ai un petit peu évoqué. La nôtre, c'est quoi? Bon, elle est assez partagée avec tous ces centres. Hein. Je ne sais pas, il doit y avoir une 50aine de centres hein, actuellement. Alors qu'est-ce qu'on y fait, nous, et c'est quoi la philosophie de l'archive qu'on essaie de développer? Bon, on part du constat, comme tous ces centres hein, autonomes, communautaires, que les LGBTQI, leur passé, leur expérience, leur lutte, sont exclus des archives traditionnelles. Je passe toute l'histoire de la violence, des archives psychiatriques, etc. D'ailleurs, la directrice des archives nationales nous disait toujours « Non, je ne comprends pas, vous êtes déjà là. » Ah bah oui, excuse-nous. Hein. Et donc, ce qui est exclu aussi, c'est vrai, c'est toute une série d'usages des archives. Les archives pour se former, pour transmettre les cultures et les luttes, pour être des espaces de formation et de subjectivation. On apprend aussi à devenir LGBTQI en mettant les mains dans les archives. Et ça, tous les mouvements le font. Enfin, j'étais en Grèce récemment, des petits mouvements féministes, à un moment, dès qu'elles se constituent dans les années 70, et c'est compliqué dans le contexte là, il y a un endroit, il y a des archives, et les gens, par exemple, ils transmettent des trucs, ils apprennent des trucs, et ils se constituent eux-mêmes. Donc ces archives sont des lieux de vie, en fait. Hein. Et d'ailleurs, tous les espaces là, on est allé au centre, la Maison des Cultures Yiddish la semaine dernière pour voir comment ils sont organisés, etc. Et c'est un lieu de vie, pareil, il y a une cafétéria, il y a des formations, il y a des cours, etc. Donc c'est des lieux où vous avez aussi de la production d'archives. Donc là, c'est tout l'aspect archivoral que j'ai un petit peu développé pour ceux qui étaient là au tout début. Donc et puis bon, comme on n'avait pas de lieu, l'archivoral, ça ne coûte pas, enfin, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour en faire. Et donc on a lancé des campagnes d'archivoral et de formation. Demain, si vous voulez générer un podcast sur l'archivoral, vous pouvez le faire. C'est ça qui est très important, et vous n'entendrez jamais dire ça aux archives nationales. En général, les archives nationales, en plus, c'est quand même plutôt des gens qui sont des chercheurs et des chercheuses avec une lettre de leur directeur de thèse, quoi. Donc on n'est pas là pour rigoler, hein, on n'est pas là pour faire des archives ensemble, pas trop, non, pas trop. Donc voilà, on a fait... bon, il va soit aussi que ces centres doivent être ouverts à tous les publics, justement, c'est pas un usage réservé, etc. La philosophie de l'archive, bon, la philosophie de l'archive vivante, pas tournée vers le passé, mais vers le futur. Et puis cette idée, et c'est encore une fois ce qu'on fait avec l'archive orale, donc on a fait 3 saisons de podcast, une qui s'appelait L'Ennemi queer, l'autre qui s'appelle Devenir lesbienne, et l'autre qui s'appelle Le feuilleton des luttes. Donc le feuilleton des luttes, c'est en collaboration avec le centre LGBT Paris-Île-de-France. Donc on a reçu Gwen Fauchois, Didier Lestrade, Tom Reuscher, on n'oublie pas Daniel Defer, Marie-Jo Bonnet, etc. Ils venaient, ils discutaient avec le public. Et ensuite, on a fait des... Oui, c'est de l'archive en boucle. C'est pas la verticalité, la chaîne de l'archive. Non, c'est vraiment un circuit court. Nous, notre idée, c'est qu'une archive qui ne recircule pas est une archive morte. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'ambition. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire. Donc là, oui. J'ai une question. La période où les archives nationales ont proposé de récupérer les archives, c'était à quelle période? C'était en quelle année? Alors en fait, ça depuis le départ, c'était le plan des archives nationales, des archives départementales de Paris. Donc Guillaume Naon, qui est le patron des archives départementales de Paris, était celui qui était chargé de proposer justement comment ça allait se faire. En fait, l'idée c'était, ce projet c'est les archives nationales dans leur tête. Et nous, évidemment, on est arrivé un peu comme un chien dans un jeu de pied, en disant, attendez, il y a peut-être d'autres manières de faire. Donc depuis, ça je ne sais pas dans la tête, si vous voulez, des archives nationales, mais depuis que le processus, avant 2017, la mairie de Paris avait relancé une série de consultations avec une agence d'ingénierie, Respublica, qui était chargée, parce que soi-disant les associations se disputaient entre elles, qu'on ne se dispute pas.
En fait, c'était un dispositif collaboratif complètement fake, quoi. Et eux, ils étaient chargés de faire les comptes rendus qu'ils nous envoyaient jamais. Et déjà à cette époque, je pense que l'idée, c'était, les archives nationales vont prendre les archives LGBT, et puis voilà. Ce qui va dans le sens de... C'est à l'État de se mobiliser, je pense. Alors, donc, c'est intéressant parce que du coup... Tu vas juste terminer les introductions. Mais c'est bon, moi j'ai terminé par ailleurs. Moi, je voulais juste rajouter quelques mots du côté de la France Insoumise, un peu l'aspect politique. Et puis comme ça, on prend les séries de questions, après on en prendra 2-3 en même temps, et comme ça on pourra faire aussi des réponses collectives avec différents points de vue. Ça sera un peu plus intéressant collectivement, je pense. Et du coup, pour nous, puis Cassandre pourra rebondir dessus également, l'importance du combat du coup, pour les archives et de faire exister la mémoire, c'est que on considère en fait que dans chaque histoire minorisée, on parle des femmes, on parle des personnes racisées, des personnes LGBTI, en fait on a une ressource incroyable d'enrichir nos histoires collectives. Et que en fait, on le voit bien typiquement avec la Maison des Cultures Yiddish, etc. C'est une approche de l'histoire, une approche des événements, une approche de nos relations sociales qu'on vient complètement regarder différemment. Et du coup, qui nous permet, je pense, de ressortir grandi. Et donc, du coup, effectivement, j'ai envie de dire, la question des archives, pour moi, elle est vitale pour les personnes concernées. Parce qu'on s'ancre dans quelque chose de plus grand que nous, on politise et on se dépasse en tant qu'individu dans une histoire plus large. Et je sais que moi personnellement, elle me touche énormément, mais elle est aussi très importante pour les personnes justement qui n'auraient, par leur vécu, aucune forme d'idée qu'on puisse aborder un moment de l'histoire de cette manière-là, un parcours de vie de cette forme-là. Et donc je pense qu'elle est très importante pour nous enrichir collectivement. Et c'est là aussi où du coup la question de la gestion, comme on dit, communautaire, elle est extrêmement importante parce que pour raconter son point de vue par nos expériences collectives, malheureusement, il n'y a que nous qui sommes en capacité de pouvoir le faire et d'apporter à nos adelphes, à tout le monde, cette façon de voir le monde, d'apprécier les événements, d'apprécier notre histoire. Ouais, moi, je vais conclure un peu sur autre chose. La politique, c'est du discours. C'est du discours qui contient des lieux de pouvoir. Et c'est un peu ce que tu disais aussi sur le pinkwashing, un peu ces politiques qui, par des lingots un peu de l'inclusion, contiennent en elles-mêmes en fait, des narratifs sur ce que nous devrions être et sur ce que nous sommes. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est que connaître son histoire, c'est aussi s'armer pour comprendre d'où viennent en fait, ces narratives qu'on nous impose et comment les contrer. Typiquement, moi ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est aussi pour ça que le projet des archives aussi m'intéresse beaucoup, c'est typiquement dans les luttes trans, on a, par exemple, on a monté avec des amis un projet de traduction des archives trans états-uniennes, notamment trans homosexuelles. Mais ça partait parce que on pouvait que traduire parce que on n'avait même pas d'idée de même où commencer à chercher en France. Et c'est une question hyper importante aussi de aussi retrouver dans son histoire et son passé qui était à la fois nos ancêtres et qu'est-ce que ça révélait en fait de leurs conditions matérielles d'existence et éventuellement aussi des choses qui n'ont pas tant changé que ça en fait dans l'histoire. Il y a un peu on a souvent tendance à regarder l'histoire avec un peu de mépris et je sais que beaucoup de nos générations sur internet a tendance à considérer qu'on invente un peu tous les jours l'eau chaude sur les identités LGBT et sur leur histoire. Et pour moi c'est important de prendre un peu de recul et d'avoir un peu d'humilité pour un peu comprendre aussi d'où viennent ces narratives et qui les a construites. Et je finirai, on a beaucoup tendance à parler des émeutes de Stonewall et c'est devenu un mythe politique, une mythification politique. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut interroger politiquement de comment la narrative de Stonewall avec
une forme de... Alors au début ça a été, dans le film qui est sorti sur Stonewall, des hommes... quoi ? Rappelle peut-être ce que c'est Stonewall. Ah oui, Stonewall, pardon, les émeutes de Stonewall, Stonewall à New York, qui ont comment dire, démarré, disons, le mouvement gay et lesbien tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas c'est tel que la narrative du mouvement le considère. Et voilà comment, enfin, ça a été une histoire qui a été déjà revisitée parce que pour révéler la présence des femmes transracisées, typiquement, qui étaient très présentes et qui a été utilisée aussi un peu en comparaison. Alors il y avait aussi eu d'autres émeutes à San Francisco, la Compton's Cafeteria, qui était dans un établissement fréquenté par des femmes trans. Et ça nous a permis, en fait, en interrogeant cette mythification de Stonewall, de retrouver des traces du passé qu'on avait oubliées, et aussi mais en fait, c'est un lieu de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va parler aussi de Stonewall d'un point de vue de il faut inclure dans l'histoire. Donc à quel moment est-ce qu'on ne revient pas après dans le narratif de l'inclusion? C'est pour ça que la connaissance de l'histoire nous permet aussi de nous armer politiquement pour mieux comprendre ça et pour créer aussi nos propres narratifs. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Du coup, on va prendre 2-3 questions, et puis aussi, comme ça, après, si vous souhaitez aussi réagir sur ce qu'on a dit, rajouter des éléments, c'est parti. Ouais, du coup, vas-y. Non, du coup, ma question, ça a été... alors, j'ai bien compris, pour moi, je suis professeur documentaliste, donc je connais un peu les archives, j'ai un peu travaillé sur... j'étais assistant monteur sur un documentaire à base d'archives. Donc la question des archives post-coloniales, je l'ai un petit peu étudiée. Et je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui est dans le débat. Et il y a, moi, là, plus contemporain, plus actuel, il y a aussi le procès de Fukushi. Ça a été filmé, enregistré. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne pourra pas les voir avant 50 ans. Donc ça pose des questions. Ouais. Je parle de tout ça parce que, donc voilà, moi je me pose la question. Il y a eu cette volonté, je comprends parfaitement, tout à fait légitime, de refuser que l'institution récupère les images, les archives en tout cas, les documents. Et est-ce que des fois c'est pas un sacrifice à faire que d'accepter de donner justement, à laisser l'institution prendre en charge des archives, quitte à ce qu'on n'ait pas la main mise dessus pendant une longue période, parce que c'est trop frais, que l'institution n'avance pas vite malheureusement, que il faut aussi parfois du temps avant que l'habilitation puisse se faire. Est-ce qu'il n'y avait pas comme ça un pari à faire aussi qui n'a pas été fait en l'occurrence, mais c'est tant mieux, mais... Non, il y a eu des discussions, mais pourquoi faire ça alors qu'on peut faire autrement et que tout le monde fait autrement? Par exemple, tu vois, le travail sur les délais de communicabilité, le travail sur la dérogation, ça se travaille aussi. Et en plus, quand on voit là où on en est avec les archives nationales, encore récemment, sur les archives d'Algérie, etc. Nous, on a eu des réunions aussi, j'ai pas le temps d'en parler, avec tous les problèmes de justement le RGPD, je me trompe toujours, enfin bref, et nous on peut intervenir là-dessus. Enfin, je veux dire, là on va travailler avec le directeur du mémorial de la Shoah, ils ont obtenu un certain nombre de dérogations. Donc si tu veux, si la politique, nous on n'empêche pas les gens, on ne dit pas faut pas aller aux archives nationales, on dit voilà ce qui va vous arriver si vous y allez. Et ce que tu dis là, le temps, mais attends, c'est plus que du temps. Puis c'est pas que du temps, c'est de la politique, c'est des choix, c'est de l'inertie. Ils n'ont plus un rond en plus. Ils en sont aussi, eux, à être soumis à une régulation néolibérale où on leur dit attendez, il y a des archives essentielles, etc., etc. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Par ailleurs, on avait un problème très français, c'est que si tu veux, les archives, il y a un problème de support. En France, il y a une répartition par support. Tu donnes tes documents. Puis la vie privée, ça n'intéresse pas trop finalement. Les archives privées, ça n'intéresse pas trop les archives nationales, il faut dire ce qui est, mais les documents pour les archives nationales, plus ou moins les vidéos, enfin tout ce qui est archives audiovisuelles, alors la BNF joue un rôle, mais c'est l'INA, etc. Et les objets vont au musée. Impossible de changer ça, soi-disant. Tu vois. Alors, ce qu'a acheté par exemple San Francisco assez récemment, c'était le néon de Finocchio, qui était un bar de travestis et de trans, on va dire, dans les années, je sais pas, début du XXe siècle. Enfin, je veux dire, donc ça aussi, ils n'étaient pas prêts à bouger là-dessus. Alors qu'en fait, on peut le faire bouger. D'ailleurs, on a discuté avec la Contemporaine, qui est une institution très intéressante, parce que la Contemporaine qui est sur le campus de Nanterre, et ils ont les archives
Et puis de la documentation, il n'y a pas de séparation par support, ils se sont débrouillés. Et la contemporaine, en plus, c'est un endroit intéressant parce qu'il y a eu tout ce problème après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, comment travailler sur les archives puisqu'elles n'étaient pas ouvertes. Enfin, les historiens se sont arrachés les cheveux, quoi. Donc tu vois, et par ailleurs, puisque la ville en plus prétend vouloir faire les choses, etc., à Berlin, à Amsterdam, ça fait donc maintenant 20 ans que les centres existent et qui sont financés, enfin c'est un service public, tu vois. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent en France. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un centre d'archives? Et encore une fois, on fera des choses, voilà. Donc moi je ne sais pas entre les deux, après bon voilà, si tu veux donner, si tu veux attendre, et en plus on sait bien politiquement qu'on est les derniers concernés dans les archives nationales, il ne faut pas nous raconter d'histoire, tu vois, ben vas-y. Alors ça pose la question de l'institutionnalisation en fait, de ce qu'on... Oui. Le temps qu'on donne, je suis d'accord, hein, c'est très long, mais c'est pas de l'institution. Non mais c'est pas que très long, c'est autre chose. Ouais, c'est la mort, c'est l'effacement, c'est beaucoup de choses. Peut-être si vous avez d'autres questions, comme ça on peut en prendre 2-3, et puis même aussi Antoine, si tu voulais réagir aussi à ce qui a été dit. J'avais une question sur la panthéonisation, en fait, je me demandais par qui c'était porté et oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait des personnes en particulier qu'on mettait en avant pour être panthéonisées et du coup, pourquoi, quelle place ça a dans les revendications Alors, peut-être oui, encore une oui, question. pardon. Ouais. Moi, c'était une question. Parce que vous avez, de ce que j'en ai compris, vous avez tous bien insisté sur le fait que l'histoire des dominés pour nous des LGBT+ était très importante pour les LGBT+ eux-mêmes. Et du coup, c'était bien qu'on puisse l'apprendre, qu'on puisse la créer. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait, que ça n'a pas été abordé, je crois, du fait d'enseigner cette histoire-là à la population en général? Clément? La question de l'histoire LGBT, elle est souvent peu accessible en fait aux personnes, ne serait-ce qu'aux concernés eux-mêmes, mais elle n'est pas non plus accessible tellement en fait dans les livres. En fait. Vous trouvez, il y a très peu de livres en français qui sont sur l'histoire des LGBT, à part le tien que je connais, Antoine. Il y en a très peu en fait sur l'histoire un peu, en France quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des témoignages, il y a des livres, il y a des chroniques de Livron sur le passé, tout ce qui s'est passé des chroniques actuelles de son époque, du moment où il écrivait. Mais qu'est-ce qui en fait en France peut se trouver actuellement comme livre ressource pour un peu éclairer l'histoire des LGBT, aussi pouvoir se situer, se construire une identité par rapport à ça, se situer par rapport à cette histoire-là, parce que la plupart des personnes LGBT, elles sont plongées dans un océan de rien en fait. Il n'y a pas d'histoire LGBT. Si jamais on ne connaît pas l'association LGBT, le milieu LGBT, on est un peu plongé dans du rien, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc, quels sont les livres? Je ne sais pas. Je pense que vous avez des idées à nous donner, mais je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une identité façonnée par ces trucs-là, mais quels sont les points de repère où en fait s'appuyer et qu'est-ce qui peut en fait nous enrichir à la lecture, quel genre de livre si vous avez des références, tout comme ça. On va peut-être du coup faire une série de réponses d'abord, avant de reprendre une série de questions. Et du coup Antoine, si tu veux commencer, après Sam, et puis nous... Il y a plusieurs questions différentes, donc peut-être pour rebondir sur la question, effectivement, de fait, s'il y a un vrai problème français, si je puis dire, ça tient aussi à toute l'histoire, de la manière dont l'histoire politique de la France et la manière dont le communautarisme a été problématisé et été pensé comme un problème en opposition au républicanisme, et avec l'idée que au moment où un certain nombre de mouvements se constituent et s'affirment comme tels, on considère
qui veulent se séparer, qui veulent faire sécession, qui veulent menacer l'identité collective, etc., etc., alors que juste ils essaient de se défendre face à l'oppression qui se constitue. Enfin, vous le savez mieux que moi et mieux que nous, la France Insoumise elle-même est confrontée à des débats permanents sur ces questions du communautarisme, des mouvements minoritaires. Effectivement, beaucoup moins aujourd'hui la question des mouvements LGBT qui ont dû affronter la question, le spectre du communautarisme dans les années 90, qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est reporté sur les mouvements racisés, les mouvements musulmans, les mouvements immigrés. Et de fait, cette histoire républicaniste versus communautariste a produit un ensemble de manières dont les institutions culturelles, les institutions patrimoniales se pensent et pensent leur rôle. Et ce qui est frappant, c'est que tu parles des livres, mais c'est au-delà des livres, c'est par exemple la question de la production des musées, la question des institutions culturelles. J'ai fait quelques voyages aux États-Unis en 2019. Les États-Unis étaient dans justement les 50 ans de Stonewall, etc. Et c'était fascinant, ce qui est par ailleurs discutable et critiquable sur des aspects, comment tous les grands musées se devaient de faire quelque chose autour de Stonewall et de commémorer d'une manière ou d'une autre la question de l'histoire et des mouvements LGBT. Alors ça, après, on peut largement discuter de manière dont chaque institution l'a fait, de quelle manière, mais c'est quelque chose de très frappant en France, que les institutions culturelles considèrent que toute l'histoire des luttes sociales, toute l'histoire des mouvements minoritaires, mais aussi des mouvements qui appartiennent à la tradition du mouvement social, des mouvements socialistes, communistes, de la gauche au sens large, ne fait pas partie d'un patrimoine culturel. Et que même des institutions culturelles patrimoniales se pensent coupées de ces histoires-là. Alors même que, et par ailleurs, même si on peut discuter bien des aspects dont ces institutions peuvent s'en saisir, c'est la question de l'éducation, c'est la question de la circulation, c'est la question de la formation. Donc au-delà même de la question des livres, c'est la question de l'enseignement, c'est la question de la manière dont même ce qui a pour non-culture est pensée et problématisée. La panthéonisation, ça appartient à toute une tradition politique de la manière dont l'histoire de France s'écrit depuis le point de vue d'un pouvoir central qui constitue comme ça des grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante. Je n'ai pas grand-chose à en dire, encore moins sur les débats actuels qui, à vrai dire, sont très intéressants de l'extérieur, de voir comment par exemple, dans le cas de Rimbaud et Verlaine, comment l'homosexualité est instrumentalisée d'une part et d'autre, soit pour en faire un étendard d'une panthéonisation, soit pour dire, et même d'un point de vue homophobe, pour dire mais comme homosexuel, il ne voulait pas être reconnu comme la société. Et donc des deux côtés, c'est une instrumentalisation de l'homosexualité. Peut-être pour répondre à la question il y a un certain nombre du rapport aux archives institutionnelles, il y a un certain nombre de militants qui ont choisi à titre personnel ou à titre individuel de donner des archives de confier des archives à des institutions patrimoniales publiques, ce qui est leur choix et qui ne nous appartient pas de critiquer. Certains, peut-être dans une vision proche de ce que tu avançais, l'idée que c'est en allant au cœur de l'institution, en allant déposer ces archives au cœur de l'institution, qu'on pouvait aussi, sinon contester, du moins introduire une pièce discordante dans la machine. Après, c'est pas ce que proposent les collectifs constitués, qui veulent proposer un lieu propre, nourri par des mouvements politiques, nourri par des questions très contemporaines. Et d'ailleurs, je pense pas que l'un est exclusif de l'autre, c'est juste pas la même chose que chacun voulait faire. Voilà, je crois que je vais laisser la parole à Sam. Oui, la panthéonisation, en fait, je me suis peut-être mal exprimée, nous on s'en fiche aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait une action où Daniel, en plus elle devait être là, donc où Daniel est allé faire une action avec les grenades, je ne sais plus qui il y avait d'autres. Bref, devant le Panthéon pour Gisèle Halimi. Donc c'était juste, je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait discuter ensemble. Nous, on n'a pas trop le temps, on n'est pas là-dessus. Donc on n'a pas une liste de noms, si c'est ça la question. Hein. La deuxième question, c'est qui l'a posée? Excuse-moi, sur les archives. C'était une question sur
le fait que cette histoire LGBT, enfin l'histoire des luttes LGBT ne reste pas forcément que au sein de la communauté LGBT+, mais aussi soit... Ah oui, pour l'enseignement et tout ça, non, c'est une autre que j'ai perdu de question. Pardon. Je sais, bon. Peut-être la mienne, je sais pas, sur... J'ai noté archive-outil, mais c'est ma réponse, donc je sais plus ce que c'était. Il y avait Milton aussi qui avait posé une question. Bon, par contre, sur la question, je vais un peu dire aussi ce qu'a dit Antoine, c'est-à-dire les livres. Alors, déjà, c'est marrant parce qu'on a toujours une entrée par les livres. Moi, je lis beaucoup de livres, tu lis beaucoup de livres, on a la chance d'avoir du temps on en écrit, etc. Mais je ne sais pas où en sont tes étudiants et tes étudiantes. Moi, j'ai des étudiants et des étudiantes qui lisent plus, ou qui lisent sur PDF téléphone quand on... Alors, il y a un problème avec le support. Je ne dis pas qu'on va faire que du numérique, ça n'a aucun sens. Mais il y a d'autres supports, il y a d'autres vecteurs. Et donc, il y a des films, effectivement. Et il y a aussi, encore une fois, ce que peut très bien faire un centre, mais beaucoup, ça peut se faire aussi au niveau des collectifs et des associations. C'est la production, justement, d'histoire et d'enseignement, à l'intérieur même de ces structures. On peut très bien imaginer faire des timelines collaboratives, on peut imaginer, je ne dis pas ça pour faire intelligence artificielle, loin de là. Et je vois par exemple que les Lesbian Archives de New York, qui sont un des plus anciens centres et un des plus... Parce que souvent aussi on nous dit, donnez vos archives aux institutions, vous n'êtes pas pérennes, vous n'êtes pas sérieux. Ouais, c'est les plus pérennes, les archives lesbiennes de New York. Et par ailleurs, en époque de defunding, tu vois, à un moment donné, les soi-disant pérennes sont plus pérennes du tout. Voilà. Ouais, on leur souhaite beaucoup de précarité aussi. Il y a du savoir-faire, la question d'archivage en soi, est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise aussi? Il y a un niveau local comme ça, un niveau autonome? Ouais, il y a des archivistes, il y a des gens comme toi dans le collectif. Là, par exemple, on va repartir sur le guide des sources, avec une identification des fonds dans tous et y compris les archives nationales, c'est dans l'intelligence et la volonté de travailler avec nous, on n'a pas de problème pour ça. Et après, il y a toute l'indexation, il y a déjà un russe qui est partagé, enfin voilà, on fait le travail, attends, on n'est pas plus con que ça, hein, je veux dire, les compétences, elles sont là. Moi, je ne sais pas faire ça, tu vois, mais il y a des gens dans le collectif, et d'ailleurs, ils sont venus pour ça aussi, tu vois, donc je crois que ça, c'est peut-être un peu le problème. Après, la transmission, on se mord un peu la queue en France, etc. Parce que, de fait, on pourrait revenir, là aussi, je ne sais pas ce que tu en dirais, sur l'institutionnalisation ou le développement des études LGBT, où il n'y a pas vraiment de gay studies, il n'y a pas vraiment de lesbian studies, est-ce que c'est un problème? Les études culturelles ont essayé de porter ça, ne sont pas finalement si implantées que ça. Donc finalement, quand tu vois, il y a peut-être beaucoup de masters en études genre, qui sont en gros des masters où tu apprends un peu de sociaux, un peu de droit pour devenir chargé de l'égalité aux femmes dans une région ou dans une municipalité. Enfin, c'est assez étrange. Et après, il n'y a pas, voilà, alors c'est pas pour comparer avec les États-Unis de fait, pour des tas de raisons, c'est vrai que les États-Unis, c'est pas forcément un modèle, mais bon, etc. Ça restreint aussi beaucoup. C'est-à-dire, tu vois, moi je fais des études féministes, dans ma fac, il n'y en a pas beaucoup, il y a très peu d'études féministes. Tu peux faire des études genre en étant anti-féministe par ailleurs, hein, ou pas féministe du tout. Donc la manière dont ça s'est finalement décidé, toute cette histoire où ça s'est implanté, je dirais, n'aide pas, outre le fait que bon, c'est l'université, et qu'en plus en France, il y a une tradition anti-universitaire dans les collectifs et milieux militants, qui est très 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 forte. Voilà, donc c'est tout. Mais je pense que là, vraiment, ça se pose pas que pour, tu vois, c'est pour toutes les, on va dire, toutes les savoirs, minoritaires. Et en plus, en essayant, moi je pense, c'est important d'éviter l'entrée disciplinaire. Tu vois, les historiens, les sociologues, non, enfin, on peut faire autre chose. Donc oui, effectivement, il y a des gros trous dans la raquette, quoi. Après, l'archive, c'est aussi, il y a plein d'usages de l'archive. C'est l'archive-outil, tout à l'heure, un moment Act Up, quand on a commencé à discuter de cette question des archives, Sabrina Garnier qui s'occupait des archives, son problème c'était de savoir quelles archives on garde à Act Up, parce que c'est des archives de travail, ça c'est l'archive-outil, tu vois. Le problème des fois c'est même à l'intérieur d'un collectif ou d'une association de bien traiter ces archives. Il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre, y compris dans des problématiques typiquement politiques. Après, les archives effectivement d'Act Up ont été données parce qu'il y avait aussi un archiviste à Act Up, il faut le faire, à Act Up il y avait quelqu'un de républicain.
Et c'est lui qui s'occupait des archives. Donc et d'ailleurs on l'a retrouvé dans des réunions où il défendait, on va dire, le fait de donner les archives et tout. Alors là, pour le coup, qu'il fallait tout donner aux archives nationales. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec les archives d'Acteurs? Les archives, gros sujet, mouvement social, donc ça va, tu vois, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas les seniors, c'est pas Grey Pride, c'est pas les lesbiennes, tu vois, bon, c'est pas les trans, c'est pas les putes, c'est Acteurs. D'accord. Ah, Acteurs Alsace, on prend pas, ça nous intéresse pas. D'accord. Poubelle. Les objets, ah, on n'en veut pas. Donc les cornes de brume, les boîtes à médicaments, à traitement, plein d'autres choses. Même, je crois, alors ça c'est pas un objet, mais les cornettes des sœurs, bah, on prend pas. Donc il y a des bennes, tu vois. Alors évidemment, on garde déjà, il y a toujours un tri, il faut pas se, voilà, toujours un tri. Et voilà. Heureusement qu'il y avait déjà des gens donc, comme Christophe Rocard, Patricia Lou, qui avait une sensibilité d'anthropologue. Il y avait le musée des arts et des traditions populaires à Paris, qui est devenu le MUSEM, voilà, et les objets sont là-bas. Et ça aurait pu ne pas se produire, et en même temps, tu vois, moi je ne suis pas pour l'unité du fond et des supports, enfin voilà ce qui s'est passé. Donc bon. Je voulais rajouter sur les questions, moi je voulais revenir sur deux choses, notamment parce qu'on a discuté un peu sur la question de cette forme d'internationalisation, du coup pour nous en France comment ça se passe, et aussi d'un point de vue militant, sur notre histoire, sur tout ça. C'est vrai que du coup on évoque toujours du coup, comme tu disais, le mythe de Stonewall, du coup, qui est issu d'une descente de flics dans un bar à New York, et du coup qui à force des descentes de flics répétées, ça a été la goutte de trop pour les personnes qui fréquentaient le bar, et ça c'est parti en vrille, quoi. Les personnes LGBTI, et du coup particulièrement, comme tu l'as dit, les femmes trans racisées qui étaient présentes et qui fréquentaient beaucoup ce lieu, se sont révoltées. Et du coup, moi, ça pose une grande question, c'est qu'en fait, une question et des interrogations au moins à deux niveaux, à savoir, du coup, c'est quoi notre histoire pour nous, les LGBTI en France? Parce que tout de même, on valorise pas énormément le truc, et même quand on fait de la politique de la plaque à Paris, il y a quoi? Il y a une personne, deux personnes qui sont des militants qui sont valorisés, voilà, et donc du coup, moi je me dis, du coup, est-ce qu'on peut le traduire en France, cette espèce d'événement fondateur d'une nouvelle forme de lutte des LGBT? Est-ce que du coup, on va parler des lesbiennes du phare? Est-ce qu'on va parler des hommes gays, des lesbiennes du MLF? Est-ce qu'on va parler des hommes gays qui sont réappropriés après derrière avec le phare? Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Ça, c'est des séries de questions, justement, qu'un centre d'archives, évidemment, nous permettrait de se poser et d'interroger. Et au-delà de tout ça, sur le mythe de Stonewall, c'est que ça pose un élément fondateur. Comme s'il n'y avait pas eu d'histoire et d'existence LGBT auparavant. Alors que je trouve que justement dans toutes les formes de résilience en fait qu'on a eu que les LGBT sont organisés auparavant pendant les guerres, que ce soit pendant les années folles par exemple. Il y a des choses extrêmement intéressantes sur la manière dont on vivait la masculinité, la féminité, comment est-ce que du coup nos sexualités se donnaient en termes d'expression de genre qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, et qui du coup peuvent aussi nous interroger sur notre présent et sur tout ça, et qui du coup sont complètement aujourd'hui invisibilisés. Et après sur la question un petit peu de tout ce qui va être institutionnalisation, moi je pense que tout le monde ne souhaite que on puisse diffuser, le savoir, c'est quelque chose qu'on a envie de diffuser, de partager, de partager, c'est pas quelque chose d'égoïste, quoi. Et donc je pense que si à un moment, plutôt que de faire passer les militants pour des communautaristes qui voudraient faire ça pour eux, entre eux, non, en fait, c'est pas ce qui se passe. Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles le collectif refuse le premier site qui a été proposé, comme tu l'as dit, c'est justement parce qu'il ne permet pas justement suffisamment l'accès, etc. Et donc, en fait, si les politiques veulent que les classes qu'on puisse accueillir des classes scolaires, très bien, il nous faut de la place, il nous faut de l'argent.
il faut donner les moyens. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment, c'est la volonté politique en fait, qui doit être au cœur de tout ça. Et du coup, si ça ne se fait pas, c'est pas parce que les militants n'en ont pas envie. Franchement, moi tu me donnes un salaire, pas de souci, je te fais de l'éducation, à qui veut, je prends le temps, j'en fais mon métier, enfin, aucun problème. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Et donc si ça ne se fait pas, c'est la responsabilité du politique. Je sais pas si tu... Ouais, effectivement, ce que tu dis sur Stonewall est juste, parce que même dans le cas de Stonewall, c'est assez fascinant quand par exemple quand on lit les journaux gays, lesbiens, LGBT français des années 70-80, Stonewall n'existe pas, n'est pas du tout une référence. Et Stonewall est devenu au cours, je pense, des années 90, par une forme de domination culturelle américaine, une forme de référence des mouvements LGBT français, ce qui est pas faux, dans le sens que c'est un moment de référence, mais qui est pas vécu sur le moment par les mouvements LGBT français comme un événement fondateur. Donc il faut aussi retrouver quels événements à des moments ont été considérés comme fondateurs, sans forcément aller chercher ailleurs. Je reviens juste sur la question des plaques, de la pantonisation. Donc vous savez sans doute qu'il y a une plaque pour You Can Game qui a été enlevée au terme d'une campagne. J'ai fait un papier dessus que vous trouverez assez facilement, et qui rejoint la question de la panthéonisation. Moi, à titre personnel, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des plaques, qu'on panthéonise des gens. En fait, ça ne m'intéresse pas, dans le sens, je ne demanderai pas qu'on panthéonise telle ou telle personne, je ne ferai pas partie d'un collectif qui demande à poser des plaques. Après, je pense qu'il y a malgré tout un effet symbolique extrêmement important des plaques, que j'imagine que, je sais pas, un adolescent ou une adolescente qui découvre sa sexualité, qui se pense seul au monde, et qui dans la rue voit une plaque avec Monique Wittig, militante lesbienne, Guy Hockenheim, militant homosexuel, et que ça produit malgré tout un effet pour les personnes qui lisent ça. Ça affirme, comme il y a des noms de rue, ça affirme une présence dans l'espace public d'un passé. Donc évidemment, pourquoi pas, mais c'est évidemment pas l'alpha et l'oméga ni d'une politique historique, ni d'une politique minoritaire. De même pour la panthéonisation, il est certain que c'est pas la même chose de panthéoniser Gisèle Halimi ou je sais pas, Christine Boutin. Donc voilà, il y a malgré tout un effet, mais en même temps ce que je pense intéressant, c'est d'interroger toutes les réécritures auxquelles on procède quand par exemple on panthéonise. Et ce que je trouve fascinant dans le cas de Gisèle Halimi, c'est qu'on en fait aussi une militante féministe au fond très respectable, très propre, et qu'au fond Gisèle Halimi peut ouvrir un consensus extrêmement large, y compris auprès de la droite. Alors que par exemple, si on se donne vraiment la peine de relire les textes de Gisèle Halimi des 70, alors par exemple que la non-mixité produit une forme d'obsession dans le débat public, Gisèle Halimi dit bah oui, il faut faire un mouvement des femmes où il n'y a que des femmes, à un moment il faut se réunir entre nous, il faut travailler entre nous, etc. etc. Et du coup, ce qui est assez drôle, mais ironiquement drôle, c'est comment un mouvement de type panthéonisation vise en fait à produire une certaine figure ou une certaine transformation de la personne qu'on veut panthéoniser pour la faire cadrer à une obsession ou à une volonté, un projet politique contemporain. Justement, comment on pourrait écouter face à ça? Parce que moi j'ai l'impression que la normalisation, il y a une tentative en fait de rendre un peu moins méchant, on va dire, pas mal de figures, et qui arrive de plus en plus tôt. En fait, il y a des gens même de leur vivant. Gisèle Halimi, à la fin de sa vie, et là, dès sa mort, on en a fait une espèce de... On avait l'impression que c'était une sainte très gentille, qui aurait fait le grand gamin à Christine Boutin, quoi. Alors c'était quand même... Enfin, si elle a porté des combats aussi forts, c'est qu'elle était très revendicative. Et ça m'a marqué avec Rose Bader Ginsburg, parce qu'à la fin de sa vie, c'était pareil, on avait l'impression que même les républicains l'utilisaient, alors que je l'entendais encore, enfin, vraiment, il y a 2 ans, 3 ans d'interview, il y avait une journaliste qui lui demandait à quel moment elle était contente, enfin, combien de juges femmes dans la Cour suprême elle serait heureuse, et elle disait 9. Parce qu'elle disait, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait que des femmes à la Cour suprême. Et elle n'était pas dans la modération. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que ça me gêne un peu les plaques. Moi non plus, je suis pas contre les plaques, super qu'il y ait des plaques, et je suis ravi que l'écrit militant lesbienne ou militant gay. Mais ce qui est un peu insupportable, c'est que du coup, c'est remettre des fleurs pour l'anniversaire de Stonewall tous les ans, et voilà, qu'à côté, on va cracher parce qu'il y a des lesbiennes qui mettent tout en mixité. On va prendre du coup une dernière série de questions donc, avec la team d'abord. Il y a qui d'autre qui voulait prendre la parole ici? 2,
Ok, voilà, comme ça on prend une dernière question, dernière réponse, et puis après comme ça on pourra clôturer le temps, il faut qu'on termine aux alentours de 1 minute 30. Je sais pas, du coup, Kevin, ouais. Non, parce que du coup, la question que j'ai, c'est il y a l'enjeu de la conservation et la transmission de la mémoire communautaire pour l'ensemble de la communauté. Après, il y a aussi, je trouve, la question de comment est-ce que la mémoire communautaire, la mémoire de nos luttes, est intégrée dans le narratif qui est transmis au niveau de la société, notamment par l'institution qui transmet le narratif sur la société, qui est l'éducation nationale. Comment est-ce que, par exemple, un gouvernement progressiste associe les concernés pour que la mémoire communautaire soit écrite par eux et transmise par eux au niveau de la société. Donc comment est-ce qu'on participe à l'élaboration des programmes de l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a des programmes de lecture qui reflètent la littérature qui a pu être produite par les concernés? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'intégrer notre mémoire collective pour faire en sorte que la mémoire qui est transmise par l'institution ne soit pas que la mémoire des dominants, mais bien la mémoire aussi des sujets minoritaires et de leur lutte? Donc voilà, c'est un peu ma question. Moi, c'était plutôt une remarque, ça allait dans la suite pour moi, la politique des plaques et de la mémoire, bon, elle est importante, on l'a rappelé sur le fait que ça crée un espace aussi où les gens se sentent plus intégrés, etc. Mais c'est aussi une politique c'est la seule politique qui est adoptée actuellement par les gouvernements socialistes et macronistes, parce qu'en gros, ils n'ont pas d'ambition derrière. Ils n'ont aucune ambition de donner de l'argent, ils n'ont aucune ambition de créer justement, ce que tu disais Kevin, de faire en sorte qu'il y ait une histoire enseignée des personnes LGBT. Déjà on voit ce que dans l'éducation nationale, quand on commence à intégrer le sujet de la colonisation, le sujet, des moyens d'aborder aussi la question des femmes aussi dans l'histoire, c'est de plus en plus mis dans les annuel d'histoire, c'est très bien, mais ça intègre aussi ces personnes-là. Un récit, ça les hisse. C'est intéressant aussi de le voir aussi dans cette perspective-là. Je pense que finalement, on est dans la politique des plaques, c'est pas ça qu'on veut non plus, quoi. C'est pas assez, c'est bien, mais c'est de la surface, quoi. Je vais répondre sur l'éducation parce que on fait un projet, ça répond exactement aux questions que tu poses, c'est-à-dire que là, dans le collectif, il y a Thierry Bertrand qui travaillait en fait, qui est retraité, qui travaillait donc au ministère et qui était en charge de tous ces programmes en fait, notamment sur les LGBT, et qui nous a bien raconté comment ça bloquait de l'intérieur. Et donc là, on fait un projet avec Coéducation et on va créer des séquences, etc. Quand je dis on, c'est le collectif. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Il faut pas avoir même un modèle capillaire, à mon avis, ne fonctionne pas pour répondre aux questions que tu poses, c'est-à-dire d'avoir justement, c'est pas s'enfermer dans les personnes concernées qui produisent pour les, etc. C'est qu'à un moment donné, ok, si vraiment la DILCRA, si vraiment il doit y avoir des politiques éducatives, voilà, et nous on sait qu'il faut passer par les profs qui sont mobilisés, LGBTQ qui sont mobilisés dans l'éducation, on fait le job et on nous laisse faire le job, c'est tout. Au niveau je dirais, de la diffusion, et non pas de l'intégration. Bon, tu vas à San Francisco, maintenant le centre d'archives est séparé, c'est-à-dire qu'il y a un centre d'archives plutôt pour tout ce qui est conservation, consultation. Avant, ils avaient un musée ouvert sur la rue, une vitrine, ils tenaient, etc., pour la visibilité, puis pour des tas de raisons. Maintenant, ils ont acheté une ancienne laverie dans le Castro, où ils arrivent à faire 3 mini-expos qui sont vraiment géniales. Les gays n'y vont pas. Les gays de Castro, là, ils n'y vont pas, quasiment, ou peu. Et dans les statistiques, en fait, c'est plutôt d'autres que les LGBT qui fréquentent l'endroit. Donc, comme quoi, la question de la diffusion, on peut l'imaginer, encore une fois, de manière aussi, je dirais, moins verticale, moins institutionnelle. Sur la politique des plaques, je répète, c'est une réduction, c'est se brider l'imagination. Même de penser 5 minutes à parler de ces plaques. Pourquoi on ne parle pas d'autre chose? Pourquoi on n'invente pas autre chose dans la ville? Quelle est notre présence dans la ville? On peut le formuler en termes de droit, j'ai pas de problème avec ça, dans l'espace public, etc. Une politique des plaques, si on y tient, il faut qu'à un moment donné, elle soit, je sais pas, on va regarder, on pense une politique des plaques, parce que là, le name dropping de la plaque, que personne ne regarde ces plaques. Elles sont moches, elles sont petites. Encore, c'est militante lesbienne, c'est déjà quelque chose, mais souvent, alors là, c'est n'importe quoi.
Voilà, c'est vraiment, en plus ça ne coûte rien, c'est-à-dire évidemment 1000 balles pour une plaque. Moi j'étais à l'inauguration de la place de Klooswelle, la plaque de Klooswelle, donc où il y avait la mer, où il y avait Act Up, où il y avait, on va dire, les figures d'Act Up, de l'Estrade à Marseille, en passant par... Il y avait aussi les personnes trans, il y avait FTST, il y avait etc. etc. Et c'est passé ce qui se passe le jour des inaugurations, c'est-à-dire vraiment une dépolitisation absolue de la figure de Klooswelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Thierry Schaffhauser du Stras a interpellé la maire sur la question des décrets. Vous savez que les décrets municipaux mettent en danger, plus qu'en danger, puisqu'on a aussi des personnes qui sont assassinées, donc au Bois de Boulogne pour les TDS, etc. La maire est responsable de cette politique, même si elle se défausse sur le préfet. Bref, Thierry Schaffhauser l'interpelle pour le Stras et en espagnol, etc. Il s'est fait jeter par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde était en train d'être dans la reconnaissance par la nation de l'importance de Klooswelle, qui les amenait tous, y compris les anciens d'Act Up, à faire exactement l'inverse de ce qu'aurait probablement fait Klooswelle en termes de politique sanitaire, politique par rapport au TDS, par rapport à leur vulnérabilité à l'époque, etc. Donc la plaque, alors c'est aussi ce que tu dis, génère d'autres récits ou des politiques. Voilà, franchement, il y a d'autres trucs à faire. Peut-être préciser pour Klooswelle, du coup, que tout le monde connaît peut-être pas, vous qui étiez du coup présidente d'Act Up. Voilà, Klooswelle qui a été la présidente, puisque... La présidente. d'Act Up, je ne saurais pas dire les dates de quand à quand, Fin des années 90, qui est mort du sida. Et qui a largement inspiré les personnages principaux de 100 abattements par minute, notamment parce que son enterrement avait donné lieu à un enterrement politique et à une cérémonie dans l'espace public très forte. Je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose. Non, c'est une question, c'était ça. Sur la question, du coup, si tu veux... Non, j'ai pas... De fait, à la question que tu posais de comment on fait pour lutter contre ces dépolitisations, ces effacements, on n'aura jamais fini de lutter, et que de fait c'est la multiplicité des initiatives, que ce soit à écrire des textes, que ce soit à créer des collectifs, que ce soit à faire des actions, que ce soit à faire des choses. Si la question des archives existe, c'est parce que des collectifs se sont créés pour porter la question de l'archive. Si la question de l'histoire se pose, s'il existe quelques études de genre, des queer studies, des gay lesbian studies à l'université, c'est parce que des gens se sont battus pour que... Donc voilà, de fait, c'est la marche étrange des politiques minoritaires, c'est qu'à un moment, on lutte contre quelque chose, du coup, on produit un petit déplacement de l'adversité, du coup, l'adversaire, comme on est puissant, se saisit en partie de certains thèmes ou de certains discours, et en même temps les reconvertit, que donc, faut continuer. Pour ne pas se laisser déposséder et pour porter toujours plus loin ce qu'on veut porter. Et c'est parce qu'il y a une multiplicité des choses, parce qu'il y a des expositions, des archives, des programmes culturels, des programmes pédagogiques que les choses bougent en fait. Mais au-delà de cette tension stratégique dans laquelle on est tout le temps, c'est-à-dire la stratégie, ces rapports de pouvoir quand on est dans la lutte, etc. D'ailleurs, il y a un texte de Foucault vraiment intéressant là-dessus, sur généalogie, histoire, un texte sur Nietzsche et tout. Il oppose un peu généalogie et histoire, il dit qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'origine, et qu'il n'y a que des retournements de structure. Donc, c'est pas toujours clair qui fait quoi chez Foucault. Voilà, non, vraiment. C'est vrai, mais on oublie beaucoup la créativité. Enfin, je veux dire, créer de nouveaux supports, etc. Enfin, je veux dire, si demain, au lieu de se dire c'est bien, c'est mal, les plats, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut comme support, comment on veut occuper la ville, nous en tant que LGBT. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la politique LGBT de Paris, de la ville de Paris, du Grand Paris, etc. Là, on va trouver des choses, on va générer d'autres supports. Bon, je parlais du patchwork des noms, par exemple. On va faire autre chose. Et ça, on s'en prive beaucoup, je trouve. En tout cas, dans le mouvement, la facture du mouvement français, je trouve, est d'ailleurs très, très obsédée par l'institution. Qui est très forte ici, hein, donc c'est sûr que t'as pas rêvé. Hein. Et du coup, c'est une question de Clément tout à l'heure, si vous avez peut-être 2-3 bouquins clés comme ça sur la thématique, ou support, tu as parlé des podcasts, on a parlé un peu de Foucault, si vous avez un petit peu des éléments clés comme ça
Recommandé. On va recommander. L'approche de l'histoire française. Ouais, c'est difficile de faire soit une bibliographie Ouais, comme comme ça, ça. ça veut dire lisez, pas répondre. lisez Wittig, Ockenghem, Ribon, Foucault. Ce dont les gens ont besoin, ce dont on a besoin, c'est un corpus. Et donc c'est quoi, quel corpus dont vous avez besoin pour quoi faire, pour lutter, pour travailler, pour... Et après, oui, pour la terre entière, bah non, quoi. Enfin, je veux dire, on n'en arrivera jamais. C'est pas vrai. Et en plus, on n'a pas énormément de choses. Donc, et ça fait l'objet d'un truc à travailler, se créer un univers référentiel, je trouve, plus. Plutôt que faire du name dropping, en plus, on oublie des gens. Voilà, non. Désolée. Non, mais déjà, vraiment, en tout cas, les podcasts, moi, que j'ai écoutés, en tout cas, notamment au niveau des feuilletons des luttes, je les trouve extrêmement intéressants parce qu'ils détournent, je trouve qu'ils détournent aussi le regard de la manière dont on aurait l'habitude de s'y intéresser parmi les personnes LGBTI, et notamment quand vous avez le premier podcast qui s'intéresse justement à la création du phare avec une militante du MLF. Bon. J'ai trouvé justement vachement chouette de pouvoir interviewer une femme justement sur ces questions là. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Voilà, merci.